le rappelle, demain, c'est à minuit la fin de la campagne, sans doute la plus courte de l'histoire. Climat très lourd politiquement, sale climat tout court, on va se poser la question. Après que la porte-parole du gouvernement, Prisca Thévenot, a été agressée hier soir par une quinzaine de jeunes alors qu'elle collait des affiches à Meudon-la-Forêt. Écoutez cette jeune femme au micro de Emma Barrier sur place qui a entendu une partie de la scène. J'entendais hurler une femme vraiment très fort. Et là, je regarde du balcon et je vois, il y a une quinzaine de jeunes, que des mineurs. Hein. Il y avait même des femmes. Et après, vite, la police est arrivée. Et j'ai pas vu plus de choses, mais c'était assez impressionnant parce que ça portait dans tous les sens du parc, du parking. Et après, quand j'ai vu sur Actu 17, en fait, c'était la fameuse députée que j'avais croisée juste avant, parce qu'elle faisait le tour des commerçants vers la boulangerie. Voilà, donc pour cette témoin, évidemment, il faut être très prudent. S'agit-il d'un hasard ? On va parler de l'enquête avec vous, Alexandra Guillet. Merci d'être avec nous du service police-justice de TF1 LCI. Adrien Jeanne, chef du service politique TF1 LCI. Le journal de 20h recevait hier soir Marine Le Pen. On en parlera tout à l'heure. Ce soir, Jean-Luc Mélenchon. Rendez-vous à 20h. Bonjour à vous. Bonjour à vous, Laurent Geoffrin. Bonjour. Directeur du quotidien en ligne Journal Info, ancien directeur de Libération. Dans votre papier, vous explorez l'hypothèse d'une coalition. Oui. Le dernier papier en date, parce que à chaque jour son papier. De ce matin, voilà. Et vous dites pourquoi pas. Compliqué, inédit, pourquoi pas, on y reviendra. Il y a beaucoup de questions. Merci beaucoup Mathilde Siraud d'être avec nous, rédactrice en chef du service politique du Point. Mathilde, des faits de campagne, des agressions, des violences, toutes les campagnes ? Vous sentez sur le terrain, vous, effectivement, quelque chose de particulier ? Toutes les campagnes, et pas seulement, j'allais dire, puisque on ne cesse de le souligner, de l'analyser. Le pays est quand même assez divisé, assez fracturé. Donc, qu'est-ce que ça donne sur le terrain quand vous avez des campagnes, des camps de militants adverses qui se rencontrent? Il y a toujours de l'animosité. D'ailleurs, il n'y en avait pas forcément eu durant la campagne des européennes, jusqu'à maintenant non plus. Oui, on peut dire que c'était une campagne assez calme. Assez calme. Jusque-là. Jusque-là. Et il faut rappeler que ce n'est pas nouveau et que d'ailleurs, il y a un phénomène qui a été beaucoup souligné, c'est aussi la violence envers les élus et donc qui touche aussi les maires. Voilà. Et beaucoup ont été amenés à démissionner ou à renoncer d'ailleurs à leur mandat. Pour Raphaël Glucksmann, candidat socialiste aux européennes, la France est une cocotte-minute. On l'écoute. La France est devenue une cocotte-minute et on sent partout, en fait, cette tension, cette violence qui s'exprime. Donc, évidemment, je lui apporte ma solidarité totale et absolue. À Prisca Thévenot. Oui. Mais, au-delà de ça... Et à la candidate RN. Et à toutes les personnes qui sont victimes de violence. Parce que la politique, c'est le débat d'idées. La politique, c'est la confrontation, même très, très radicale des idées. Mais ça ne peut pas être la violence physique, surtout dans une démocratie. Et ce que je sens, c'est que justement notre démocratie est de plus en plus fragile. Fragile, cocotte minute. Jean-François Copé était votre invité ce matin dans la matinale de TF1. Bonjour, Adrien Jeanne. S'appelle bonjour. Je vous dis bonjour aussi. Il attribue cette tension de fin de campagne à un fait politique très particulier. Aujourd'hui, on est rentré dans un processus infernal de radicalisation dont on n'est pas prêt de sortir. Vous savez, quand on ouvre ce qu'on appelle la boîte de Pandore, le mal sort et on ne peut plus le remettre dans la boîte. Et donc, mais qu'est-ce qu'a ouvert cette boîte de Pandore ? C'est exactement ce qui est en train de se passer. Cette dissolution a évidemment été une décision totalement folle qui a désorienté complètement les Français et qui a ouvert les passions les plus viles des partis extrémistes. Jean-François Copé, pour lui, c'est la dissolution, une forme de brutalité politique qui débouche sur ce qui se passe ? Oui, c'était très clair dans l'interview. Bon, il en rend
Emmanuel Macron directement responsable par son choix politique. Il ne dit pas bien sûr que c'est à cause d'Emmanuel Macron que Prisca Thévenot a été agressé, d'autant qu'il faudra voir les circonstances. Mais c'est sur le climat de campagne là, qu'il s'exprime à ce moment-là. Et sur la manière dont le débat politique évolue. Il est d'ailleurs, il faut le dire, très pessimiste sur ce qui va se passer après le scrutin de dimanche, parce que l'analyse qu'il fait, c'est que les choses ne vont aller qu'en s'aggravant. Il y avait, on va se dire très clairement encore une fois les choses, aucune lueur d'espoir. En termes de crispation, vous dites en termes d'état du pays, parce que de son point de vue, il n'y aura aucune bonne solution politique, que la gouvernance, quelle qu'elle soit, ne parviendra pas à répondre aux urgences quotidiennes des Français, aux défis structurants pour préparer notre pays. Et il avait même d'ailleurs une pensée qui allait plus loin, c'est qu'il redoute même que par cette seule décision d'Emmanuel Macron, une sorte d'effet papillon, la France puisse à terme entraîner l'Europe dans une forme de crise par une déstabilisation budgétaire, financière qui en viendrait à faire de la France deuxième PIB du continent, l'homme malade de l'Europe qui aurait des répercussions sur ses partenaires. Donc la situation ne peut déboucher que sur des tensions durables. C'est le pessimisme de Jean-François Copé. On verra tout à l'heure, il y a peut-être des solutions apaisantes. Des optimistes. Politiquement, il y a des débats. Alexandre Aguier, d'autant qu'il faut faire très attention, effectivement, à ce qui s'est passé hier. Il faut être prudent. Est-ce qu'elle est tombée, Prisca Thévenot, en collant des affiches sur un groupe de jeunes qui ne savaient même pas qui elle était? Est-ce que c'est son étiquette? Est-ce que c'est la politique qui a été attaquée? Qu'est-ce qu'on sait, Alexandre Aguier? Alors tout ça, évidemment, c'est des questions fondamentales, mais auxquelles on apportera des solutions au fur et à mesure de l'enquête qui est en cours. Sur les faits en eux-mêmes, ils remontent à hier soir, environ 20h. On est donc à Meudon-la-Forêt, dans les Hauts-de-Seine. Prisca Thévenot, sa suppléante et quelques militants Renaissance sont en train de coller des affiches de campagne quand leur petit groupe est pris à partie par une quinzaine d'individus. La porte-parole du gouvernement, qui est candidate à sa réélection dans cette circonscription, n'a pas été blessée à cette occasion, mais sa suppléante, elle, a été blessée au bras. Elle aurait reçu un coup de trottinette. Son véhicule a été dégradé et un autre militant a également été blessé. Tous deux ont été conduits à l'hôpital. Sur place, les policiers ont interpellé 4 personnes, 3 mineurs, un majeur. Tous ont été placés en garde à vue. On ignore à ce stade leur motivation, ce qui a pu conduire justement à cette altercation violente. Une enquête en flagrance a été ouverte par le parquet de Nanterre, notamment pour violence commise en réunion et avec arme par destination sur un élu public. La ministre a porté plainte dès hier soir au commissariat de Meudon et elle a fait savoir par son entourage qu'elle continuera sa campagne comme prévu. Denis Larguero, vous êtes maire de Meudon-la-Forêt, maire UDI. Merci beaucoup d'être avec nous, monsieur le maire. Est-ce que vous avez des précisions qui orienteraient déjà une hypothèse sur les motifs de l'agression? Non, à ce stade, nous n'avons pas de précision. Il s'agit d'un groupe en effet d'une quinzaine d'individus, essentiellement mineurs, d'ailleurs semble-t-il, à ce stade. Donc, effectivement, l'agression a eu lieu alors que Prisca Thévenot, Virginie Lanlot et 2 militants recollaient un panneau d'affichage officiel de la campagne. Donc, elles étaient effectivement dans une action militante et de collage, et elles ont été prises à partie à cette occasion avec des jeunes qui s'en prenaient à une affiche, et donc nous n'avons pas à ce stade plus de précision. 4 interpellations ont eu lieu hier soir, 3 individus mineurs et un majeur, et donc nous attendons des précisions supplémentaires dans la journée, bien sûr, de la part des forces de l'ordre et du parquet, qui ont été très réactifs hier soir et qui se sont rendus très rapidement sur place pour gérer cet événement. Je voudrais qu'on écoute ensemble une interview de Prisca Thévenot quelques heures avant cette agression. Donc, évidemment, ça n'a rien à voir, mais au micro de Paul Larouturou pour TF1, elle évoquait ce dont on parle alors là depuis plusieurs jours, la résurgence d'une forme de racisme dont elle est aussi victime pendant cette campagne. On écoute. Nous avons un moment où aujourd'hui on nous pointe du doigt pour ce qu'on paraît être et pour ce qu'on fait, et c'est assez inquiétant parce que des propos, des attaques racistes se sont multipliées, se sont intensifiées. Elles ne sont plus sous le volet de l'anonymat, maintenant elles sont à visage découvert et même avec une certaine fierté. Et je le dis franchement, ça fait peur et ça me fait peur. J'ai 2 enfants qui sont métis.
et ça me fait peur pour eux. Et moi je le dis encore une fois, c'est vraiment les responsables politiques que je pointe du doigt, c'est eux qui participent à libérer cette parole. Nous avons une des personnes investies dans le camp du Rassemblement national pour les législatives qui justement m'a dit de rentrer sur mon île. Voilà, fin, point de l'histoire, ils vont pas m'expliquer qu'elle veut m'envoyer en vacances. Qu'on arrête de nous prendre pour des cons. On arrête de nous prendre pour des cons, dit-elle, sous-entendu, on arrête de minimiser ce qui caractérise des faits de racisme. Laurent Geoffrin, on ne fait rien, encore une fois, de l'agression d'hier. On ne fait aucun lien, mais il y a un climat. Comment ? Il y a un climat. Ah ben, il y a un climat depuis plusieurs années. Les agressions contre les élus se sont beaucoup augmentées. Et c'est un phénomène dramatique. Il y a un climat d'hostilité envers la classe politique, depuis longtemps. Hein. Mais tout le monde est un peu responsable de ça. Les responsables publics, les journalistes, les satiristes, enfin, les comiques, etc., quand ils n'ont pas grand-chose à dire, ils disent du mal des hommes politiques. C'est un politique bouc émissaire. Un pont aux ânes. Enfin, donc évidemment, à force de dénigrer tous les responsables et tous les élus, ça libère des pulsions négatives. C'est probablement ce qui s'est passé là. Alors, est-ce qu'ils sont protégés, les politiques, compte tenu de ce que vous dites d'ailleurs, avec la hausse des agressions? On s'est posé la question. Bruno Pomar, ancien instructeur du RAID, en parlait ce matin, dans la matinale de LCI. Je crois que la ministre Prisca Thévenot devrait d'abord faire attention, compte tenu de son statut, elle représente le gouvernement, elle va dans la rue, elle a tout à fait le droit et c'est tout à fait louable ce qu'elle fait, elle s'engage politiquement, mais compte tenu de son statut, eh bien, elle devrait faire attention à être protégée plus particulièrement. Alors, c'est vrai qu'avant, il y a des services d'ordre. On parlait beaucoup des services d'ordre, par exemple, du Parti communiste au moment des collages, mais pas seulement, qui encadraient ces opérations où il y avait de la castagne. C'est révélateur. S'il faut mettre des policiers... Mais c'était le cas avant. Hein. Il y avait c'était les partis qui organisaient. Il n'y a plus de partis. Ça dépend, parce que... Il m'est arrivé de coller des affiches quand j'étais jeune, et il n'y avait pas de service d'ordre, il n'y avait rien du tout. On me collait, mais personne ne nous disait rien, on collait des fiches. Oui, mais est-ce que... Et voilà, bonjour Albert Zeno. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes journaliste au Figaro, rédacteur en chef du service politique du Figaro. On a connu quand même cette période où les partis encadraient, assuraient une forme de sécurité pour des élus qui étaient déjà exposés. Dans certains cas. C'est une période où les partis étaient vivants, étaient structurés, existaient réellement. Aujourd'hui, ce sont souvent des masses, des formes informelles, justement, avec peu de militants et où alors le Parti communiste avait vraiment, dans les années jusqu'aux années 80, avait vraiment une base militante forte et qui assurait le service d'ordre et la CGT pareil. Enfin, vous aviez un syndicat et pas un parti, mais au Parti socialiste aussi, il y avait des structures de défense. Et donc quand les militants allaient coller des affiches, souvent il y avait des gens qui les accompagnaient. Mais c'était à une autre époque, quand les partis étaient vraiment forts et structurés. Une ministre candidate, elle n'est pas particulièrement protégée. Non, s'il n'y a pas de menace avérée sur sa sécurité avec une vigilance renforcée, il n'y a pas de raison particulière. Enfin, j'entends ce que dit Albert de dire qu'il y avait des services d'ordre, mais on parle juste de collage d'affiches. Et ce n'était pas à proprement parler une opération potentiellement dangereuse ou dans un environnement hostile. C'est vrai que les services d'ordre... Il y a eu des morts pendant les collages d'affiches. Hein. Il y a eu des bagarres. Heureusement, pas à chaque collage. Fort heureusement. Oui. Non, mais dans les années 70, c'était... Voilà, il y a des dizaines de... qui arrachaient les affiches. Oui, et derrière les services d'ordre. Parfois des... Oui, il y avait une bataille autour des affiches, ça c'est sûr. Il y a eu d'autres agressions, Alexandra, il faut le dire quand même. Une candidate RN qui a suspendu sa campagne d'ailleurs. Oui, c'était hier matin en Savoie, à La Rochette, Marie Dochy, candidate RN aux élections législatives, qui était en train de distribuer des tracts avec son assistant sur ce marché quand elle a été prise à partie par un commerçant local qui l'aurait, selon ses déclarations, injurié, menacé de mort et aurait tenté de lui arracher par la violence ses tracts qu'elle tenait en main, manquant de la faire tomber à plusieurs reprises. L'eurodéputé a depuis produit un certificat médical faisant état de 8 jours d'incapacité totale de travail. Elle va être examinée dans un cadre médico-légal, a précisé le parquet de Chambéry. Le commerçant, lui, est actuellement en garde à vue. Il reconnaît seulement une partie des faits. Quant à Marie Dochy, effectivement, vous l'avez dit, elle a annoncé, qu'elle suspendait sa campagne. Voilà, donc pour les faits, est-ce qu'il y a une fonction un peu autoréalisatrice quand des politiques eux-mêmes anticipent sur des violences ?
est-ce que ça alimente une espèce de cercle infernal? De quoi veux-je parler? Par exemple, Emmanuel Macron, qui, dans le podcast, avait évoqué un risque de guerre civile, on s'en souvient. On doit régler le problème de sécurité. Je me fiche de savoir le prénom, la religion de la personne qui a fait ça. Et moi, je pense que c'est hors sujet, la réponse de l'extrême droite, parce qu'elle renvoie les gens ou à une religion, à une origine. Et c'est en ça qu'elle divise et qu'elle pousse à la guerre civile. À l'inverse, vous avez de l'autre côté, il y a beaucoup de nos compatriotes qui sont de confession musulmane, qui disent la République me donne pas bien ma place, et qui vont vers une offre qui est une forme de communautarisme. Et elle les enferme dans un communautarisme qui est un peu électoral. Mais ça, c'est aussi la guerre civile derrière. Et Marine Le Pen elle-même, il y a une semaine sur France 2, évoquait le risque de manifestation contre le résultat des élections qui auraient porté le Rassemblement national à Matignon. Et elle s'interrogeait, ils vont faire quoi demain, point d'interrogation. Ils vont prendre le Capitole, point d'interrogation. Évidemment, référence à l'assaut, on s'en souvient, du Parlement américain en 2021, après la défaite de Donald Trump. Voilà, les politiques eux-mêmes évoque des violences. Patrick Vignal, merci d'être avec nous, ex-candidat Renaissance. Dans l'Hérault, vous avez renoncé pour faire barrage au Rassemblement national. Patrick Vignal, cette violence contre les élus, votre collègue de Renaissance agressé hier soir, vous l'aviez senti, vous, sur le terrain, ce climat-là, ou pas ? Vous savez, je crois qu'il y a une détestation du politique. Regardez, pensez au maire. Moi, dans ma circonscription, j'ai un maire là qui, depuis vendredi, est insulté et a peur des violences. Un maire qui avait démissionné dans un village parce qu'il voulait créer un centre pour jeunes. On est vraiment dans une société qui est tendue. Et vous savez, parce que je dis les choses, nous avons, les personnels politiques, une très grande responsabilité. Une très grande. Quand vous mettez un ministre avec sa tête sur un ballon, quand vous êtes sur des plateaux et vous le voyez chez vous, les gens ne s'écoutent pas, ils s'invectivent. Moi, je vois des hommes et des femmes politiques qui arrivent avec de la haine, avec cette idée, vous savez, de vouloir vraiment anéantir l'autre. Et donc, on a cette responsabilité parce qu'avec les chaînes d'infos en continu, tout le monde regarde ce spectacle politico-médiatique. Et donc, effectivement, on a des gens qui sont désinhibés. J'ai fait des campagnes, moi, quand j'étais militant avec le Parti socialiste. C'est arrivé des bourre-pifs, c'est-à-dire qu'on se retrouvait avec des militants, on pouvait se bousculer, et puis après l'élection, on buvait un verre ensemble. Tout cela, c'est fini, madame. On est en train de créer, et ça fait longtemps que je le dis, et Jean-Paul Delevoye me l'avait préfacé dans mon livre, on a une société du chacun pour soi et sauve qui peut, qui nous amène à une société complètement individuelle. Et j'y rajoute en ce moment les conflits qui s'exportent sur nos territoires, et on a vraiment une France qui est pas main dans la main, mais une France qui est dos à dos. Et je suis très inquiet pour l'avenir, et je le répète, je m'y mets dedans, nous avons une très grande responsabilité, le personnel politique, de ce état de fait. Voilà, c'est effectivement le temps des examens de conscience. Pierre Giacometti nous rejoint. Bonjour Pierre, vous êtes politologue, cofondateur de NoCom. Vous avez... alors, là-bas. Ah, vous vous mettez là? Non, plutôt plus... Voilà, si ça vous va, pardon. On ne sait plus où c'est. Bonjour Pierre, une question. On va parler des sondages IFOP avec vous dans un instant. Mais est-ce qu'un fait de campagne comme celui-là peut avoir un effet sur l'opinion? Je ne crois pas. Enfin, tout s'additionne, tous les éléments qui contribuent à créer un climat dur, violent et parfois hystérique et parfois très polarisé. Ça fait partie du feuilleton, si je puis dire, mais l'élément là, en tant que tel, ne peut pas contribuer à modifier circonscription par circonscription de manière déterminante. Il contribue à alimenter un climat, celui-là comme d'autres. Un climat que vous caractérisez? Polarisé, hyper polarisé. Donc, des affrontements politiques, oui, extrêmement radicalisés. La violence sociale, elle s'exprime, on l'a dit ici, dans toute une série de situations ces dernières années en France. La violence en tant que telle, la montée de la violence partout dans les territoires, et il n'y a pas de raison qu'une campagne électorale, malheureusement, soit épargnée. On écoutait tout à l'heure Emmanuel Macron, donc, qui a
parlait de risque de guerre civile si les extrêmes arrivaient au pouvoir. Laurent Geoffrin ? Le thème de la guerre civile, les mots, c'est né dans la presse d'extrême droite, au départ. C'est Valeurs Actuelles qui avait fait une sur le risque de guerre civile, et puis ça a été repris, pas par le Rassemblement National, qui a un discours légaliste. Le Rassemblement National peut créer des tensions simplement parce que c'est un parti plus extrême, mais qui est aux portes du pouvoir, donc ça fait peur à une grande partie des Français. Mais il y a un autre parti qui a théorisé, lui, non pas la guerre civile, mais l'affrontement permanent, c'est la France Insoumise, qui en a fait une stratégie, c'est pas des débordements, c'est volontaire, conscient et systématique. Et donc on considère que la société est conflictuelle par nature, ça vient d'un théoricien allemand qui s'appelle Carl Schmitt, et qui considère que la vie politique, c'est pas du tout de savoir régler les problèmes, il y a des amis et des ennemis. Le camp politique, le champ politique est divisé entre amis et ennemis. Cette théorie-là est très dangereuse, parce que en permanence, ça crée de la tension et ça crée même de la haine parfois. Et on l'a vu d'ailleurs dans. On n'a plus des adversaires, on a des ennemis. Et on a vu dans certaines manifestations vous saviez quand les députés sont allés danser devant l'Assemblée, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette scène, c'était des députés de la France Insoumise, il y avait un mannequin de Macron. Ce mannequin a été jeté au sol et piétiné par les députés avec leur écharpe tricolore. Quand vous faites ça, vous facilitez la violence, il n'y a aucun doute. Adrien Jeanne, vous allez nous quitter dans quelques instants. Adrien, vous avez donc reçu avec Gilles Boulot hier soir Marine Le Pen sur le plateau de TF1. Elle parlait de l'assaut du Capitole, donc un risque de cette violence incroyable aux États-Unis. Vous l'avez senti inquiète ? Plus du résultat ou du climat ou des deux ? Alors des deux, mais dans deux configurations différentes. Du climat, au cas où elle réussirait à remporter la majorité absolue, et des conséquences que ça pourrait avoir en termes notamment d'action de ce qu'elle appelle l'extrême gauche. Elle vise bien sûr la France insoumise et les appels éventuels de son point de vue à la violence qui pourraient résulter du résultat du scrutin. Et puis inquiète également sur le plan politique. Elle n'est plus dans l'affirmation que la majorité absolue est une évidence. Elle prend quand même soin en début d'interview, dès sa première réponse, de dire qu'elle y croit. On va l'entendre tout à l'heure. Bien sûr. Mais ce qui transparaît en réalité, c'est qu'elle l'envisage. Et c'est certainement un peu de réalisme aussi de sa part. Le scénario, ça ne se produise pas, parce que comme nous, elle regarde aussi ce que disent les enquêtes d'opinion. En revanche, ce qui est assez intéressant, c'est ce qu'on explique dans son entourage, c'est que de toute façon, si elle n'obtient pas la majorité absolue ce dimanche, ils ont la conviction qu'au pire, dans un an, de nouvelles élections, qu'il s'agisse de législatives ou d'une présidentielle anticipée, lui donneront une majorité encore plus large. Et qu'en réalité, l'éventuel désordre qui pourrait résulter de cette situation n'est qu'un retardateur avant son accession au pouvoir. Donc il y a peut-être une petite déception qui est en train de se profiler pour tout de suite, mais une très grande confiance sur la suite. Mais quand même, une grande déception. Elle n'a jamais été aussi près, dans des proportions impressionnantes, de prendre le pouvoir à Matignon. Absolument. Et elle va passer à côté. Encore une fois, mais sauf que peut-être pour la première fois, il n'y a aucune alternative solide, crédible, constituée qui semble se dessiner. Puisque alors c'est toute la question. Jusqu'ici, il y avait une évidence, si ce n'est pas Marine Le Pen, sur ce qui se passait. Aujourd'hui, on voit bien, et les débats de la semaine le montrent, que si ce n'est pas le Rassemblement national, il n'y a pas d'évidence sur la manière dont l'Assemblée et le gouvernement seront constitués.